Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on continue les qui veut être mon associé. Alors comme d'habitude, tu sais très bien que j'ai pas vu ce que je vais écouter et découvrir avec toi. Comme d'habitude, je vais te rappeler l'usage rapidement parce qu'on arrive au fait et je sais que tu connais. Mais moi j'aime bien te le rappeler. Prends le téléphone de l'ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire. Là où tu m'écoutes, c'est encore ce qui m'aide le mieux. Sinon tu vas sur immobiliercompagnie.com, tu as mes livres, mes formations. Les formations sont de retour. Et je te rappelle qu'il y a une promotion, donc tu vas sur la chaîne YouTube, le dernier live que j'ai fait vendredi dernier, il y a un code promo, tu prends le code promo, tu cliques sur le lien et tu nous rejoins. C'est encore l'occasion pour les fêtes si tu as envie de profiter bien d'un avantage. C'est valable 6 jours, je referai un live en fin de semaine, là, le 20, là, juste avant les vacances. Donc de toute façon, pendant ces périodes, je donne des codes promo, comme ça permet aux gens de rentrer dans la formation s'ils le désirent. Voilà, tu connais tout de moi. Ah si, un dernier détail, tu peux aller sur Amazon, tu tapes riche ou tu tapes survivre à une crise financière, tu tombes sur mes livres. Alors je remercie tout le monde parce que bon, tu le sais peut-être, mais mon livre est best-seller. Donc on a dépassé les 10 000 exemplaires vendus. Merci à tous. Et voilà, ça me fait super plaisir. Merci à tout le monde pour ça. Tout en sachant que là aussi, si tu veux m'aider, tu peux me laisser des étoiles et un commentaire. Voilà, j'ai fini avec l'instant promotionnel, promotion, promo, je ne sais pas comment il faut dire. Bon, sans plus de transition, on va attaquer ce qui veut être mon associé sur, je ne sais absolument pas le sujet d'ailleurs qui va être traité. Et donc, Patrick Magnéto. Je suis Michael Samuelian, j'ai 38 ans et je vis à Marseille. Voilà, je suis entrepreneur depuis l'âge de 22 ans. Entreprendre, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est même devenu un petit peu ma passion. Il y a des hauts, il y a des bas, hein, automatiquement. Mais c'est pour ça que là, aujourd'hui, je vais me présenter mon nouveau produit et, en espérant qu'il va convaincre, on va dire, des futurs associés. J'ai un produit, c'est sûr, pas commun. Je pense que les investisseurs vont être étonnés au départ. Ils vont en rire de mon produit, ça c'est obligatoire. Mais c'est pas un problème, de toute façon, je vais rigoler avec eux. Il y a quand même un minimum de pression parce qu'aujourd'hui, il va falloir pas se manquer, entre guillemets. Voilà, et il va falloir que je sois bon et assez convaincant pour repartir avec un associé. Un produit amusant, c'est toujours intriguant pour moi. Il a commencé l'entrepreneuriat très tôt. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Il vient là pour un associé. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant de voir que quand même dans sa démarche, il est lucide sur le fait que son produit est original. L'originalité d'un produit ne fait jamais, ne garantit jamais le fait que le produit soit bon. Certes, c'est un avantage, mais faut-il encore que l'avantage ait un intérêt. Et l'intérêt, c'est ce qu'il y a de plus important dans le produit. Et ça, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Parfois, on va rechercher l'originalité avant tout. En fait, l'originalité, je suis désolé de te le dire, mais on s'en fout. Encore une fois, l'essentiel, c'est que le produit soit adopté, apprécié. Et je vais même aller plus loin que ça. Parfois, il arrive qu'il y ait des produits qui ne soient pas adoptés. Et je crois que je te l'ai déjà dit plusieurs fois dans les qui veut être mon associé. Tu as des produits qui ne sont pas adoptés pour l'usage pour lequel ils étaient prévus. Et ce n'est pas grave. Encore une fois, ce qui compte, c'est que le produit soit adopté massivement. Et l'originalité qu'il met en avant, bizarrement, je peux me tromper, mais je n'ai pas la sensation que ce soit un avantage. On va le découvrir ensemble. Bien évidemment, je n'ai pas vu de quoi il était question, mais la façon dont c'est présenté, ça laisse à désirer. Je pense que, d'abord, je pense que je ne sais pas de quoi il en ressort. Donc déjà, mon avis n'a aucune valeur pour l'instant. Mais surtout, encore une fois, voilà, ne base pas ta stratégie sur l'originalité de ton produit. C'est vraiment important. Le fait qu'un produit soit original en soi, on s'en fout. La seule chose qui compte, c'est qu'il soit adopté, et je dis bien adopté par le grand public. Patrick Magnéto. Bonjour. 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 Salut. Voilà, je m'appelle Michael Samuelian, j'ai 38 ans, je vis à Marseille et je suis entrepreneur depuis l'âge de 22 ans. Je suis ici aujourd'hui pour vous proposer de participer à l'aventure Chiwax. Donc pour cela, je vous propose un investissement de 300 000 € pour 20% du capital. Ouh là là là. Donc avant de vous expliquer à quoi consiste mon produit, j'aurais aimé vous le faire deviner. Donc du coup... Est-ce que ça sert à arracher les poils avec de la cire? Oui. Ah, bah yo, Marc, T-Wax. Ah, Wax. Marc, tu casses le jeu. Ah, pardon. La T-Wax, c'est tout écrit dedans. Ben oui. Ça, c'est pour soit les oreilles, C'est soit les oreilles, soit le nez, ouais. soit le cul. Un des trois.
Donc j'ai créé une innovation dans l'esthétique, plus précisément des sticks d'épilation pour nez et oreilles. Aussi bien pour hommes que pour femmes, car même elles ont des poils au nez. Et du coup, on a... Mais c'est vrai, elles ont aussi des poils au nez autant que nous. J'ai pensé à créer ce produit car je suis quelqu'un qui fait très attention à moi. Je vais en moyenne chez mon barbier 1 fois par semaine. Et à chaque fois, j'avais peur de la prestation de l'épilation du nez et des oreilles, jusqu'au jour où j'ai eu vraiment très mal. Et là, je lui ai dit, là, il va falloir qu'on trouve une solution, obligatoirement. Donc, du coup, j'ai pensé à créer des petits sticks avec de la cire, prête à l'emploi, facile, rapide, efficace, qui offre un gain de temps considérable, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Alors, on va faire les choses en ordre parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été disséminées dans ce passage, n'est-ce pas? Première chose, 1,5 million, c'est la valo quand il demande 300 000 € pour 20% des parts. Ben, il sous-entend que sa boîte, elle vaut 1,5 million. Alors, c'est vrai que je n'ai pas fait les qui veut être mon associé depuis très longtemps, mais j'ai la sensation qu'en l'espace de quelques années, il y a eu un gap de passé sur les valos demandés sur les entreprises. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais là encore, je tiens à le préciser, je te le dis à chaque fois, quand tu demandes de grosses valorisations, assure-toi d'avoir un chiffre d'affaires en conséquence, mais aussi renseigne-toi sur, on va dire, les règles d'usage dans le domaine dans lequel tu te trouves, parce que la plupart des gens ne le savent pas, mais en réalité, dans tous les domaines d'activité, tu as des règles sur les conditions de vente d'une entreprise. Ces règles doivent être connues, appliquées et tu ne peux pas. Alors, il n'y a pas vraiment de règles à ce niveau-là. Ce n'est pas que tu ne peux pas, mais à moins de justifier et d'avoir des éléments qui viennent étayer tes dires, donc il faut que je vais le redire encore trop parce que je l'ai mal exprimé. Donc, si tu veux transgresser, on va dire, les règles d'une valorisation d'entreprise, il faut que tu apportes des éléments qui justifient la transgression. Et tu vas justifier la transgression, par exemple, si tu as créé un SaaS, Société as a Service, tu vas créer par exemple une application qui va créer de la récurrence dans tes revenus sur un métier où il n'y a pas de récurrence. Et là, tu vas pouvoir dire, regarde, j'ai fait ça. Donc, j'ai l'activité classique à laquelle s'ajoute mon SaaS. Et à partir de là, tu te rends bien compte que ma société, elle est valorisée de façon supérieure à la moyenne parce que blablabla, tu as compris le principe. Donc ça, c'est une méthodologie de travail. Ensuite, ce qui est hyper intéressant, c'est que Marc Simoncini a compris tout de suite. À mon avis, il avait compris directement de quoi il était question. Mais ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est que le problème auquel il s'attaque est un problème qu'il a lui-même éprouvé et qui est, je vais dire, tu ne peux pas le contrecarrer. C'est-à-dire, comme il vient de dire, toutes les femmes ont des poils au nez. Voilà, ça les agace. Et comme il le dit lui-même, et c'est ce que j'aime quand la personne parle d'un problème auquel elle est confrontée, c'est que quand tu connais des gens autour de toi qui sont un petit peu portés sur leur apparence, tu sais très bien qu'il n'y a pas un poil de nez qui dépasse. C'est une expression d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Et il joue de ça. Il connaît son profil, il le connaît très bien, au point où il a analysé, ou plutôt je devrais dire repéré un problème de marché, un problème en plus réel, de douleur, c'est-à-dire ça me fait mal quand le barbier m'arrache les poils de nez, je vais faire en sorte d'arracher les poils de nez sans faire mal. Et là, si c'est ce que je crois, c'est jackpot. Alors jackpot dans le sens où il répond à une problématique. Après, ce n'est pas une société où il est glamour de rentrer. C'est-à-dire que je pense que sa boîte, elle marche et je pense qu'il va souffrir d'investissement, il va souffrir de trouver un investisseur qui veuille rentrer au capital parce que son entreprise, j'ai envie de te dire, c'est pas une société dans laquelle tu as envie de dire moi j'ai une société qui retire les poils de nez. Enfin, tu vois, c'est con, parce qu'en plus, franchement, je vois très bien en le disant que ça n'a pas de sens. Que dire, la société, elle fait des millions, tant mieux pour lui. Et voilà, il faut y aller, tu vois, faut pas réfléchir. Mais la vérité, c'est que en termes d'image de marque, il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Et on est tous un petit peu en train de réfléchir comme ça au bout d'un certain temps. À partir d'un certain niveau financier, tu réfléchis à ton image de marque. Et malheureusement, ce n'est pas les sociétés pour lesquelles tu as forcément envie d'associer ta marque. Ensuite, il faut voir la façon dont la boîte fonctionne, mais ça n'a pas l'air d'être une boîte très compliquée. Finalement, c'est des sticks qui sont déjà développés. Je pense, et franchement, on n'a rien vu, tu vois, mais je donne déjà mon sentiment dès le départ. Là, mon premier sentiment, c'est de me dire, ok, tu viens lever des fonds, tu cherches un associé. Ok, mais en quoi tu as besoin de quelqu'un? Tout est déjà fait. Et pourquoi tu as besoin de cet argent? Je suis assez surpris en fait, parce que tu as des structures comme celle-ci, à mon avis, qui parfois vont lever des fonds, alors que très honnêtement, elles ne devraient pas lever des fonds. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais... Non, ça a l'air de rien. Mais T-Wax fonctionne hyper bien. C'est quoi, tu le chauffes?
On va attendre le mode d'emploi avant de faire quelque chose qu'on pourrait regretter. Bah, en plus, c'est au tour d'Eric de tester le produit, donc il va nous montrer. Mais de toute façon, je vais le faire tester après, ça y est, pas de problème. Mickaël, reprends l'affaire en main, là. Laisse pas t'impressionner. Du coup, j'ai voulu faire un produit 100% français aussi. Les sticks et la cire sont fabriqués en France et expédiés de Marseille. La cire est une cire de pain 100% d'origine naturelle et le plastique est un plastique alimentaire pour pouvoir toucher les muqueuses. On a été validé par les toxicologues pour justement l'utilisation aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Et dans une démarche éco-responsable, nous avons utilisé un plastique recyclable. Mais après, j'ai déjà réfléchi à une autre solution parce qu'il y a des plastiques en injection, mais au lieu que ça soit du plastique, c'est de l'injection à base de maïs. Donc, votre investissement me servirait à accroître la production en interne. Donc, pour cela, je vais avoir besoin d'embaucher du personnel et également de créer de nouvelles machines pour la fabrication des sticks et pour la logistique également. Donc, voilà, merci de m'avoir écouté en tout cas. J'espère vous avoir convaincu. Mais c'est surtout pourquoi c'est pointu. Parce que comme je suis un golfeur, j'ai pris le tee de golf. Voilà. C'est que si vous aviez été cuisinier, vous l'auriez mis au bout d'une fourchette, quoi. Ah non, quand même pas. Quand même pas. Voilà. Marc Simoncini de Marseille. Quand je l'ai su, ça m'avait fait quelque chose. Donc je trouve ça drôle en fait. Bref, c'est marrant. Il s'est inspiré d'un produit qu'il connaissait. Il est golfeur, tu vois. Et c'est là que tu vois que l'entrepreneuriat est intéressant parce qu'on s'inspire de ce qu'on connaît. Et c'est drôle, je trouve, de voir qu'il s'est inspiré du tee de golf. Enfin bref, je trouve ça amusant. La boucle est presque bouclée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique ce qu'il veut faire avec l'argent. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on comprend qu'il a un rôle prépondérant dans la fabrique de son produit. Il fabrique lui-même une grande partie du produit. Le produit est éco-responsable. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas avec ça, bien que je sache que la plupart des gens soient d'accord avec, mais bon bref, tu m'as compris, ça reste un enjeu, on voit bien qu'aujourd'hui les gens regardent et sont attentifs à la notion écologique derrière le produit qui est proposé, donc bon, voilà, donc lui il répond aussi parfaitement à ça, tout en spécifiant bien évidemment qu'il peut s'améliorer. Il doit avoir, de la façon dont il le dit, c'est comme ça que je le comprends, il doit avoir un problème en approvisionnement, alors en stock. Il faut que tu comprennes que à chaque fois, dans chaque émission, en ce moment, je te parle des stocks parce que je connais un petit peu le système des stocks et il faut que tu comprennes en fait qu'une société qui fonctionne sur une base de stock, elle a un fonds de roulement et que quand tu déplafonnes, c'est toujours très compliqué. Ça veut dire quoi déplafonner? Alors, je m'excuse, je l'ai déjà répété plein de fois, mais je pense que déjà la répétition, c'est la base de l'apprentissage, mais surtout, peut-être qu'un jour, tu seras confronté à une entreprise de stock et j'ai à cœur que tu comprennes comment ça marche. En gros, ta société, pour qu'elle puisse renouveler tes stocks, elle a besoin d'une somme régulière. Par exemple, on va dire 5 000 €. Comme ça, c'est plus simple de comprendre. Tu as 5 000 € que tu dois en avoir en permanence. Et ces 5 000 €, en fait, tu dois les avoir pour pouvoir réapprovisionner ton stock, réalimenter la machine de la vente. Et parfois, il arrive que tu vas toucher un nouveau marché, que tes ventes vont exploser, que peu importe la raison, mais tu as besoin d'avoir plus de stock. Et au lieu d'avoir besoin de 5 000 €, tu as besoin de 30 000 €. Et là, tu as un problème parce que la boîte, elle n'a jamais 30 000 € pour diverses raisons. Mais en même temps, pour passer le step, tu as besoin de ce montant-là parce que c'est le stock dont tu as besoin pour alimenter, j'en sais rien moi, un nouveau marché. Bon bref, peu importe. Et tu comprends bien qu'à partir de là, tu vas te mettre en quête soit d'un prêt bancaire, ce qui est plus compliqué à obtenir pour du stock. Et encore que ça se fait, parce que selon de quel stock on parle, ils peuvent prendre des garanties sur le stock et te prêter l'argent. Mais bon, quand même sur du stock à vendre, c'est quand même assez compliqué. Ils préfèrent prêter de l'argent pour des produits, plutôt pour de la tech, pas de la tech, je vais y arriver à te le dire, pour du matériel que tu vas garnir dans ton local où tu travailles, parce qu'en fait, s'ils doivent te saisir ou s'il y a un problème, ils vont pouvoir récupérer le matériel. Là où pour le stock, c'est plus compliqué pour eux parce que il faut savoir les couler, il faut savoir, il y a toute une connaissance autour des stocks. Qui fait que le banquier n'aime pas ça. En fait, il n'aime pas financer du stock. Il n'aime pas financer du stock. Il n'aime pas financer de la main-d'œuvre. Il n'aime pas financer du marketing. En fait, il n'aime pas financer tout ce qu'il n'est pas capable de récupérer. Pourquoi il finance essentiellement du matériel? Parce que le matériel, il sait où il est. Il peut envoyer un huissier le chercher et il repartira avec de l'argent. S'il t'a prêté 30 000 et que derrière, il repart avec 15 000 de matériel, il n'a pas tout perdu. Alors que s'il te prête 30 000 pour un stock dont il ne sait rien, ni comment l'écouler, ni même où tu vas le stocker, parce que parfois le stock il n'est pas stocké à l'entreprise, du coup il se dit moi je ne vais pas prêter de l'argent que je ne pourrai jamais revoir. Et c'est le principe, tu ferais la même chose à sa place. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a quand même un projet qui est audible parce que
dans sa situation, si vraiment il vend beaucoup de sticks et qu'il a passé un cap, effectivement, structurellement, il peut avoir un problème pour passer ce fameux cap. Et donc, il est là pour demander de l'argent. Et donc, voilà, c'est un peu compliqué. Ceci étant, c'est pas grave, mais tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Voilà, écoute, moi je trouve que c'est quand même intéressant de voir qu'il a tout anticipé. Il est assez simple. Moi j'aime bien sa présentation, elle est basique, elle est simple. Ce qui manque bien évidemment, comme d'habitude, c'est les données financières de son entreprise, combien de clients, etc. Les réseaux, comment il alimente tout ça, comment il arrive à avoir de la clientèle, où est-ce qu'il est distribué, est-ce qu'il passe d'ailleurs par des distributeurs, où est-ce qu'il vend sur son site internet. Ça va être hyper important pour le développement et l'investissement en fonction de qui va vouloir mettre de l'argent ou pas. Et ensuite, comme il l'a dit, il s'adresse à une niche de gens qui prennent soin d'eux-mêmes. Ils existent, ces gens-là, il y en a vraiment beaucoup. C'est certain que si tu ne prends pas soin de toi-même, tu n'es pas concerné. Pour tous les autres qui sont concernés, ils savent que si ce stick effectivement évite la douleur et fait le job, il a une clientèle toute faite qui attend que ça pour pouvoir entretenir, on va dire, ses conduits auditifs et respiratoires. Donc, du coup, place à la démonstration. Allez, voilà. Eric. Allez, Eric, qui veut être mon cobaye. C'est toi le plus barbu. Ouais. Attends, ça se fait tout seul ou c'est quelqu'un qui doit nous le faire? Ah, tout seul, vous pouvez. C'est où? C'est votre barbier ou salon d'esthétique? Moi, je veux bien me le faire tout seul. Moi, je lui fais et Comme vous, ça, on vous teste le les faites. deux cas. Bien sûr. Ah, mais tu vas t'en souvenir, Marc. Hein. Tu crois? Ah, ça fait hyper mal. Hein. Moi, j'ai un pote qui l'a fait devant moi. Pleurer pendant 10 minutes. Oui, hein. mais avec l'ancien. Où tu te mettais de la cire, un bâtonnet. Eh oui, mais là, ils épilent la totalité des ça, poils. c'est hyper dangereux. Exactement. C'est pour ça que, justement, on a fait ce dôme de cire pour cibler le poil que vous voulez enlever. Parce que, comme souvent, ils sont à l'avant, les poils, eh bien, vous l'insérez vers l'avant et vous allez voir comment on l'utilise. Il a pris le pot familial pour Eric. Allez. Alors, le bouchon, on ne le tire pas, parce que c'est pas possible de le tirer, on n'arrive pas à l'enlever. Il faut faire comme si on allait le casser pour bien l'enlever. Alors moi, je fais tout comme vous, mais d'ici. Il y a un petit coup de main. Mais vous n'allez pas pouvoir, là, parce qu'il faut ça. Un sèche-cheveux. Donc, un sèche-cheveux, donc environ 10 secondes de chauffe pour bien que la cire, elle fonde. Ah ouais. Et après, on l'insère ou dans le nez ou dans les oreilles. On va faire le nez, allez, On va faire le nez. Dans le nez, t'as dit? Regardez. Ça fait mal, le nez. Hein. Regardez, Eric. Donc là, vous avez vu, la cire, elle commence bien à fondre. Voilà. Ça fond. 10 € qu'il éternue après. Je me permets. Hein. Penche la tête, Eric, penche la tête. Détends-toi, c'est un mauvais moment à passer. Voilà. Ah, tu le gardes 20 minutes maintenant. Non, il ne faut pas le laisser plus de 2 minutes par contre. Hein. Et du coup, les sticks, ils ont une forme particulière pour pas que la cire elle coule, pour pas qu'elle coule sur la moustache. Parce Bien que sûr. quand on fait la prestation chez les barbiers, ils nous mettent toujours une protection moustache. Voilà. Donc là, du coup, il n'y a pas besoin de tout ça. Jusqu'ici, tout va bien. Attention, il va tirer d'un coup. Attends, ça je l'immortalise. Ah ouais, non mais oui. Allez, on y va. C'est bon? C'est bon? Ouais. Hein? Allez, 1, 2, 3. Ça va? Alors, est-ce que ça vous a fait réellement mal? Bah, un peu. Non, c'est plus surprenant que ce que ça fait mal. Mais c'est vrai qu'il a pas eu très mal par rapport aux expériences que moi j'avais vues devant mes potes. Hein. Ben, de toute façon, il n'y a pas l'alarme à l'œil, comme on va prendre une pince à épiler, qu'on va tirer. Non, mais voilà. ça va. Et ça, c'est facile à utilisation. Et en plus, on peut le faire à la maison, tranquillement. Non, mais ça plaît à Autoli parce qu'il y a du récurrent. Bah, j'aime Il y l'idée. a du récurrent et en plus, il y a un énorme marché parce qu'on travaille là avec donc les salons d'esthétique, les barbiers et les coiffeurs, mais on a une énorme demande au niveau des pharmacies. Mais là, on n'a pas commencé à vendre encore en pharmacie. On n'a pas commencé la grande distribution non plus parce qu'on veut vraiment cibler au départ le professionnel. C'était quand même très important. Pourquoi vous l'avez pas fait plus gros pour accéder à d'autres zones? N'importe quoi. N'importe quoi. Allez, à ton tour. Tu vas te le faire toi-même maintenant. Mais Anthony, il est bien brun, on pourra lui faire Bah, après. moi ça Anthony. va, merci. Pourquoi? J'ai été traumatisé de mon pote. Eh ben, au moins, justement, vous allez voir la différence. Non, moi je le fais tout seul. Vous voulez le faire tout seul? Allez-y. Alors attends, parce que je vais le faire dans l'oreille, parce qu'on a déjà fait le nez. Alors, Vas-y. allez, venez. Ça, au moins. Ok, donc ça je le fais chez moi. Voilà. Vous voulez que je... Non, non. Je vous guide? Pas dedans, hein, juste là au bord. Ah, Hein. pas dedans? Ah, non. Ah, je l'ai mis dedans. Bon, mais attendez. Il faut amputer. Ouais, mais là, ouais, c'est vrai qu'il a enfoncé quand même. Bon, je tire. Allez, là, 1. 2, 3. Ah, quand même. Non, Non. c'est pas mal. Non. Voilà. Non, c'est parce que je l'avais mis trop profond, ça a fait appel d'air. Mais normalement, il faut le mettre là, c'est parce que c'est à ce niveau ici où les poils Ok, poussent énormément. j'ai compris. Non, c'est Voilà. faisable, c'est faisable, Voilà. c'est faisable. Mais normalement, on le fait devant un miroir aussi, hein, c'est beaucoup Bien plus sûr, pratique. Hein. bien sûr. Voilà.
Non, c'est pas con, hein. C'est pas con. Voilà. Personne n'y avait pensé. Non. Bon, forcément, là, quand j'ai coupé, tu vois, j'ai entendu la phrase d'après, combien ça coûte. J'ai arrêté à ce moment-là parce que je veux qu'on débriefe un peu de tout ce qu'on vient de voir. Alors, c'est clair que le dernier mot de Marc Simoncini est le mot juste. Personne n'y avait pensé avant, non. Et en fait, le marché est énorme, puisque comme il le dit, les barbiers, les salons d'esthétisme, enfin bref. Et je comprends mieux, en fait, parce qu'il dit... Il met en avant le fait qu'il cible une clientèle et qu'il veut en fait garder pour l'instant cette clientèle. Mais à mon avis, la demande en face, elle est telle qu'effectivement, la somme qui doit être posée sur la table est énorme et qu'aujourd'hui, en fait, il doit être un petit peu le cul entre deux chaises. Excuse-moi l'expression, mais c'est ce que je pense. C'est-à-dire entre est-ce que je crée ce stock et je prends le risque d'aller, comment dirais-je, lever, enfin non, d'aller, oui, pas lever, c'est pas le bon terme, mais d'aller créer autant de sticks pour peut-être ne pas les écouler, ou est-ce que je continue dans mon coin comme je suis? Et ça, c'est une vraie question parce que quand tu commences à avoir un marché qui grossit, stocker trop, c'est mauvais parce que tu as ce qu'on appelle de l'immobilisation, et donc ton argent est dans le stock, et tant que tu ne l'as pas renouvelé, tu ne gagnes pas d'argent. Et parfois, tu peux avoir une vague de consommation, et après te retrouver le bec dans l'eau avec un stock que tu n'écouleras plus jamais. Alors là, tu es peut-être en train de te dire, attends Nicolas, je comprends pas, tu as l'air de t'y connaître en stock, ça sort d'où? Alors je ne sais pas si tu le sais ou pas, j'ai eu une imprimerie, et ma mère avait une manière très particulière de gérer les stocks, sans la critiquer d'ailleurs, mais qui m'a marqué. Elle essayait toujours d'optimiser le coût de son stock au prix d'une immobilisation trop élevée. C'est-à-dire qu'en fait, comme elle voulait toujours payer son stock le moins cher possible, elle stockait énormément, mais du coup son argent était dans le stock et du coup elle n'avait pas d'argent parce que l'argent était dans le stock. Et ça, c'est une erreur que je vois très souvent parce qu'en fait, c'est bien beau d'avoir un coût très bas, sauf que si tu as un coût bas et que l'argent reste bloqué dans tes stocks, t'as pas d'argent en fait. Je suis désolé de te le dire, mais moi pour l'avoir vécu, il faut quand même que tu y penses. Et le coût, c'est bien, mais c'est mieux que l'argent soit en mouvement. Il vaut mieux moins stocker, payer plus cher, mais avoir l'argent, que stocker à mort, payer pas cher, c'est vrai, mais avoir un stock énorme. Juste pour te donner des chiffres, ma mère, elle avait 10 ans de stock, au point où le jour où on a vendu la société, le stock était, il était inévaluable en fait. Le stock était trop démesuré par rapport à la valeur de la société, on a vendu la société, on a perdu le stock. Et quand tu jettes autant de stock que ce que j'ai jeté, crois-moi, tu es traumatisé. Tu te dis, en fait, je suis en train de jeter de l'argent, en fait, que je n'aurai jamais, puisque même l'acheteur m'a dit, mais je t'achète pas ton stock, en fait. Parce que ton stock vaut autant que ta boîte. Il est hors de question que je te paye ta boîte, mais pas le stock. Et le stock a été perdu. Et ça, c'est des choses auxquelles beaucoup d'entrepreneurs ne pensent pas. Et là, c'est bien parce que je pense qu'il a le réflexe de se dire, OK, il faut peut-être pas que j'immobilise autant d'argent dans mon stock. Parce que tu vois, là, regarde, ils ont tous essayé le produit. Donc, que ce soit Marc ou que ce soit Eric, ils n'ont pas eu la larme à l'œil. Et effectivement, tu vois bien que le produit fonctionne. Mais, il faut dire un mais, un grand mais. La vérité, c'est que... il a une problématique, il a une demande à laquelle il ne peut pas satisfaire. S'il doit la satisfaire, il va sacrifier finalement un flux d'argent dont il a sans doute besoin pour d'autres choses et c'est tout à fait normal puisqu'il a l'air de fabriquer et d'avoir des employés et donc il a besoin d'argent pour pouvoir continuer de se développer. Honnêtement, c'est un casse-tête, je ne veux pas te faire genre, c'est pas aussi simple que ce qu'on peut l'imaginer. En vrai, quand tu as une boîte comme ça, que tu essayes de la développer, tu arrives toujours à des phases où il y a des vraies problématiques. Et en fait, généralement, quand tu es comme ça dans la panacée, tu vas sacrifier un élément pour un autre. C'est-à-dire que là, effectivement, il a le bon réflexe, il va chercher de l'argent, mais il aurait pu aussi se dire, je sacrifie ma rémunération pendant les 8 prochains mois pour payer mon stock. Tu vois ? Sauf que comment il fait pour vivre en attendant ? Voilà. D'où la raison pour laquelle j'arrête pas de te dire d'investir. Parce que quand tu investis et que tu as plusieurs sources de revenus, tu peux faire ce choix. Ce que ne peuvent pas faire la plupart des gens. Et là, tu commences à te dire, ah ouais, et oui, tu comprends pourquoi j'arrête pas de répéter toujours la même chose. Parce que quand tu vas te retrouver face à des choix difficiles, tu vas pouvoir les prendre. Là où la plupart des gens ne peuvent pas. Et c'est ce qui fait la différence entre les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui échouent. Maintenant, juste pour finir sur le produit, moi j'ai envie de dire top. Il y a vraiment un usage. Tu vois, il ne faut pas l'enfoncer trop profond dans l'oreille. Il a été calculé pour ne pas non plus rentrer trop dans la barbe, pour protéger la barbe de la cire pour ne pas arracher des poils de barbe. Je trouve que le produit est bien pensé, simple, intelligent. Moi, ça me paraît bien. Maintenant, il faut voir les chiffres. Et comme j'ai entendu la question, je sais qu'on va les savoir tout de suite. Et combien ça coûte ? La vente au particulier, donc au client final, on est à 26,90 € la boîte de 12 sticks.
Et le prix de revient au niveau de la fabrication, la boîte finie, on est à 4,50 € hors taxe. Oh là là. Oh, c'est beau ça. C'est des belles marges, C'est hein. bien, c'est bien ça. C'est. Et combien de chiffre Et en d'affaires chiffre d'affaires parce que. Alors, j'allais en venir justement. Pour en venir aux chiffres, on a réalisé un chiffre d'affaires de 130 000 € sur un an avec un bénéfice de 30 000 € net. N'empêche, faire 130 000 €, La première année, ça montre qu'il y a un besoin. hein. on a énormément de demandes. Et la team, vous êtes combien aujourd'hui? Je suis seul. T'es seul. Voilà. Tu sais qu'au début, on a tendance à rigoler du truc vrai. parce Eh oui. que, tu vois, c'est drôle. Oui. Mais en réalité, c'est des business de niche qui peuvent rapporter de l'argent. T'as pas peur de te faire copier très vite parce que c'est pas. Si, mais ça me dérange pas. On sait qu'on va être copié, mais si on est copié, d'un côté c'est très bien, parce que c'est qu'il y a de la demande. Non, il y a un truc, il y a beaucoup de choses chez toi qui sont surprenantes, Michael. Donc, Ouais. mais il y a un truc très surprenant quand même, Oui. c'est les 300 000 €. Oui. Parce que tu présentes ton petit business, 130 000 de chiffre d'affaires. Franchement, on s'attend à une demande 50 000, 100 000. Paf, toi tu tapes fort direct, Mais 300. Pourquoi? Parce que en fait, pour démarrer une activité comme celle-là, il va me falloir des machines, donc un Mais investissement. pourquoi tu les fabriques? Parce que ça te coûte déjà que 4,90. Pourquoi tu vas aller plus loin? Je suis d'accord avec Ben, toi. c'est quoi le problème en fait? Bourrine en marketing. Si j'étais à ta place, les 300 000, je les mets en marketing. Merci, au revoir. Ça, c'est le but. Et je vais embaucher plusieurs commerciaux parce que moi seul, personne ne peut me connaître. Donc, plus je vais en avoir de commerciaux et plus on va être présent dans tous les commerces spécialisés. Mais pour revenir aux 300 000, donc et à la machine, aujourd'hui, t'es bloqué de manière industrielle pour pouvoir développer? Non. Non, t'arrives à. Ah oui, oui. Si demain tu fais 500 000 € de chiffre d'affaires, tu peux produire. Ah oui. Dans l'état actuel des choses. Et après, en fait, on a calculé à un moment, on va être bloqué. Tu vas être bloqué. Donc c'est voilà Voilà. que tu Et c'est veux pour ça investir pour pouvoir faire des grandes quantités. Exactement. Mais c'est quoi les projections de 2024 pour le Alors, chiffre d'affaires? 2024, j'aurais souhaité faire 1 million d'euros. 1 million d'euros parce que, voilà, comme je vous ai dit, grâce à nos Oui, oui, commerciaux, oui, oui, rien qu'avec les commerciaux, Ok, je sais que je vais y arriver. Ok. Voilà, messieurs. J'espère voilà, que je vous ai convaincu et que... Voilà. Bah, tu vas le savoir très vite maintenant. Ben oui. Pouah, x6, c'est sale. Il a un coef x6 sur ses bâtonnets. C'est-à-dire que tu fais 4,50 x6, tu arrives à 27, quoi. C'est un truc de fou. Il a une marge de malade. Et c'est vrai que l'incohérence est là. C'est-à-dire que tu l'as entendu, ils ont réagi et c'est compréhensible. Qu'est-ce que tu t'embêtes en fait? Tu réinvestis tout dans ta boîte. La problématique, et ce qui est hyper intéressant dans cette émission, la problématique, c'est la vision. En fait, son problème, c'est la vision. Il a un problème de vision. C'est-à-dire qu'il voit les choses en mode commercial et en mode déploiement via du professionnel, B2B, alors qu'il devrait peut-être le voir en mode B2C et sans s'emmerder avec tout ça. Mais tu vois, je suis en train de me dire que je pense que c'est un problème auquel on va être maintenant, auquel aujourd'hui et dans les prochaines années, on va être de plus en plus confronté. Ça va être le choc de la vision des entrepreneurs. Il va y avoir des entrepreneurs comme lui qui vont continuer de raisonner à l'ancienne en mode je prends des commerciaux, je les embauche, il faut qu'ils aillent faire le tour des magasins pour vendre mon produit. Ça fonctionne. Je ne suis pas en train de critiquer cette méthode, elle marche. Mais est-ce que aujourd'hui avec Internet, c'est l'élément le plus efficient? Est-ce qu'il ne pourrait pas, avec les marges qu'il dégage, réinvestir son argent dans le marketing? C'est-à-dire qu'à chaque stick vendu, il réinvestit 100% en marketing jusqu'à ce que sa boîte soit rentable. Et là, je sais ce que tu vas te dire. Tu vas te dire, attends, mais Nicolas, comment il fait pour vivre s'il réinvestit tout? Ben, on y est justement à mon sujet. Toujours le même. Il aurait dû investir son argent. Le problème d'une boîte, c'est que de toute façon, au départ, elle n'est pas censée être rentable. Il y a un délai durant lequel la boîte ne peut pas être rentable et durant lequel tu vas devoir remettre de l'argent inlassablement dans la machine jusqu'à ce que la machine te rende cet argent. Mais il y a une phase pendant laquelle, eh bien, désolé, que nenni, l'argent ne sera pas là pour toi. Et c'est pareil en immobilier, c'est pareil dans tout. Il y a une phase pendant laquelle l'argent n'est pas pour toi. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas l'entendre, ni le comprendre et encore moins le mettre en pratique. Et là, on est face à une situation comme celle que, en tout cas, moi, j'analyse comme ces personnes qui n'ont pas peut-être ni les moyens, pas que financiers d'ailleurs, ni la vision, ni ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Mais encore une fois, je te le dis, il aurait tout intérêt à réinvestir tout son argent, à le mettre dans le système pour que le système le lui rende. Or, il n'en a pas les moyens. Et d'autant que, comme le dit Anthony, il a vendu finalement ces 300 000 € comme l'achat de machines et de salariés, alors que cet argent mis dans le marketing, ça pourrait tellement plus lui rapporter.
Là aussi, c'est encore un problème de vision. Et pour moi, il a commis une erreur. Il a réagi en disant « Ah oui, non, mais c'est ça que je vais faire. » Et du coup, ça fait un petit peu girouette. Ça fait un petit peu « Donne-moi l'argent et je ferai ce que tu me diras de faire avec. » On n'attend pas ça d'un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise doit savoir exactement quoi faire avec l'argent qu'il est en train de lever. Et là, j'ai un gros doute. En tout cas, sur l'usage réel de l'argent. Et s'il venait me dire, ben non, mais en fait, je vais le scinder, je vais mettre un petit peu dans le marketing, un petit peu dans l'emploi, un petit peu dans la machine, ça ne me conviendrait pas non plus. Je pense vraiment qu'il faut quelqu'un qui ait une vraie vision du développement de la boîte, avec peut-être du risque derrière. Effectivement, ça serait risqué de dire, je prends 300 000 et je mets tout sur le marketing. Mais en mettant 300 000 sur le marketing, je vise 3 millions, tu vois. Parce que j'ai une grosse marge et parce que du coup, je peux me permettre d'acquérir le premier client pour beaucoup plus cher, finalement, qu'un concurrent normal, parce que je fais x6 sur la vente. C'est hyper important de comprendre ces mécaniques. Et aujourd'hui encore, je reviens là-dessus parce qu'il y a vraiment des gens qui entreprennent à l'ancienne et qui galèrent, là où il y a des gens qui entreprennent avec les nouveaux outils et qui cartonnent. Et tout ce que je suis en train de t'expliquer, c'est plutôt du marketing web, c'est plutôt du marketing numérique et c'est ce sur quoi tu dois te tourner. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de commerciaux, tu as besoin d'une bonne campagne de pub, d'un bon tunnel de vente et ça se fait. Et crois-moi, je ne suis pas la meilleure personne pour te conseiller sur ces trucs-là, mais j'ai quand même compris comment ça marchait. Donc après, en fonction de ta situation et du marché sur lequel tu te trouves, c'est à toi de savoir t'entourer des bonnes personnes. C'est tout. Bon, moi, je vais y aller. C'est vraiment un projet, c'est super. Tu es super, super énergie. Merci. Tu as réussi à rendre un produit presque sexy, alors que franchement, la promesse au départ, elle est lourde. Hein. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Gros talent, gros talent. Merci beaucoup. Donc c'est super. Après, le domaine, le sujet, moi ça m'intéresse pas du tout, mais je pense qu'il faut vraiment regarder ça sous l'aspect pognon. Ouais. Voilà, donc j'ai la flemme de faire l'exercice et de me projeter, te demander comment tu vas vendre ta boîte, à qui, etc. Alors, non, ça m'intéresse pas, mais... Excusez-moi, je vous coupe, mais moi, je ne me vois pas vendre ma boîte là aujourd'hui, parce que... Non, aujourd'hui, non, mais... Non, il parlait, il se projetait. Marc. Oui, voilà. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, et surtout sur le fait qu'à mon avis, tu vas avoir des idées pendant 15 ans et tu vas nous les briser avec des inventions géniales, moi, je vais pas t'accompagner parce que je suis certain qu'il y en a un qui va y aller. D'accord. Par contre, je serais probablement un très gros client. Ouais, eh ben, merci en tout cas. Moi, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de propositions, mais Marc a l'air sûr de lui. Après, il y a l'aspect pognon. Les marges sont tellement terribles que financièrement, c'est forcément intéressant. Ça te montre quoi? Ça te montre que quand tu as le bon projet, et je te le répète à chaque fois, tu es sûr de trouver le financement. C'est impossible. Si tu gagnes de l'argent, tu as le mec qui fait x6, hein, tu as une marge comme ça, tu trouves de l'argent. Tu trouveras toujours en fait. Et tu te développeras. Et je suis d'accord avec Marc, il va trouver. C'est certain. Par contre, voilà. Après, du coup, c'est là que ça devient intéressant. Tu vas chercher une certaine catégorie d'investisseurs. Tu as des investisseurs, d'ailleurs, on le voit très bien dans ces émissions, qui sont plus sensibles à l'écologie, à la cause, à plein de choses. Tu as des investisseurs, c'est le pognon, quoi, le fric, la rentabilité. Et c'est très bien, il faut de tout pour faire un monde. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre, encore une fois, la mécanique et de te dire, voilà, tu as de la marge, tu vas trouver quelqu'un en face qui va venir financer ton projet. C'est important que tu l'entendes, important que tu le comprennes, important aussi que tu l'anticipes. Et tu vois, quelle a été la question de Marc? Directement, c'est de faire des calculs pour voir l'exit, pour voir la vente. Et la réponse qui est intéressante, je trouve, de l'entrepreneur, c'est de dire « Non mais moi, je ne suis pas vendeur. Oui, mais moi, si je rentre, tu vas devoir vendre. » Et c'est ça aussi que tu dois comprendre. C'est-à-dire que si demain, tu rentres dans un jeu de, j'ai envie de dire, de financement comme ça avec des investisseurs pour aller chercher du gros argent et avoir finalement des grosses sommes pour aller chercher des gros revenus et une grosse boîte, eh bien, il faut que tu gardes en tête un élément important, c'est que ces gens-là, ils veulent anticiper la sortie. Et la sortie, c'est ce qui compte pour un investisseur. Donc, prépare-la, même si comme lui, tu n'as aucune visibilité, tu peux très bien dire, on a tous un prix, tu vois, tu peux très bien te dire, bon, peut-être que si j'arrive à 10 millions de valo, je sors, tu vois. Bon, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'il faut dire sur le plateau, mais quand tu es avec ton investisseur, tu peux quand même lui dire, moi j'ai quand même un tarif, à partir de 10 millions, je vais commencer à réfléchir. Et de toute façon, le mec, s'il a 30% de la boîte à 10 millions, tu vois, le gars, il sortira avec toi. Et ça veut dire qu'il en a 3, alors que c'est toi qui as porté le travail. Tout le monde est gagnant dans l'affaire. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que quand tu crées une boîte et que tu as de la marge, tu trouveras toujours un financement. Quand tu crées une boîte et que tu as de la marge, pense quand même à la sortie, parce que c'est la sortie qui fera rentrer l'investisseur. Je sais, c'est paradoxal, mais il faut l'avoir en tête. Maintenant, je le répète, mais dès que tu as des belles marges comme ça, l'argent viendra toujours à toi. Pour rebondir sur Marc, franchement,
Franchement, au début, j'ai vu le truc, j'ai fait, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Et franchement, c'était super agréable. Super pitch. Ouais, merci. Vous Merci avez beaucoup. une super personnalité. Merci. La marque, le nom, tout. Ah, franchement, c'est super, je trouve ça super. Mais ça rentre pas dans mon univers et dans tout ce que Bien je sûr, fais. je comprends, bien sûr. Et c'est pour cette raison que je passe. Moi, je pense qu'il va avoir du mal à trouver quelqu'un, encore une fois, pour d'autres raisons que je vais ajouter ici, que Tony Parker vient de te mettre en avant. Tu t'entends souvent ça aussi des investisseurs qui te disent oui, c'est pas dans mon univers, etc. Parce qu'en fait, ils ont déjà un staff avec lequel ils travaillent sur le développement de boîtes et des ressources auxquelles ils ont accès. Ils savent sur quel type de ressources ils peuvent aller jouer. Je ne pense pas que Tony Parker, il ait vraiment des entrées dans des pharmacies ou dans des barbeurs et des coiffeurs pour aller lever ou faire du leverage sur le produit qu'il propose. Et c'est vrai que quand tu vas construire une entreprise, peu importe l'entreprise qu'elle a, tu vas développer des ressources dans ta boîte. Ces ressources, elles sont réutilisables pour d'autres. On a tous des ressources aujourd'hui dans nos activités. Et ces ressources, tu pourrais les mettre à disposition d'autres personnes qui les exploiteraient parce que dans le même secteur d'activité ou proche de ton secteur d'activité. Mais là, quand c'est trop éloigné, tes ressources n'ont aucun intérêt. Et donc du coup, non seulement les ressources n'ont aucun intérêt, celles auxquelles tu as accès, mais en plus, si toi tu t'y retrouves pas, du coup, voilà, il n'y a pas de raison que tu fasses l'affaire, quoi. Voilà. Le but quand tu rentres un investisseur, c'est que tu as accès à son réseau, tu as accès à son image de marque par le fait qu'il investisse dans sa boîte, mais aussi que les ressources auxquelles il a accès deviennent des ressources pour toi, que tu les partages. Et c'est ça qui va te faire vraiment accélérer. Sauf que là, si le partage de ressources ne s'effectue pas, l'accélération n'aura pas lieu et du coup, le capital investi ne sera pas récupéré. Ça ne devient pas intéressant pour les deux parties. Je vais continuer. Oui. Donc, tu as une personnalité évidemment qui est assez géniale parce qu'on a beaucoup rigolé, Ouais. mais avec respect. C'est-à-dire qu'en fait, il faut Exactement. bien que les gens comprennent qu'on ne sûr. s'est pas moqué de toi. C'est-à-dire que Ah tu as non. transmis beaucoup d'énergie. D'ailleurs, quand on se projette dans la suite, on se projette aussi avec l'homme. Et là, c'est vrai Bien sûr. qu'avec toi, on sait qu'en tous les cas, on aura une relation donc sympathique et c'est un point fort de ton dossier. Donc, je pense que tu vas très bien marcher parce que tu as l'énergie, tu as le produit. D'ailleurs, ils ont tous eu les poils, comme on dit dans la musique, là, quand tu as donné les marges. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, Eh tout oui. le monde t'a entendu. Bien sûr, Il y a eu bien un sûr. blanc, là, et ça a été un moment intéressant. Après, moi, je trouve qu'il y a un truc qui déconne complètement, Oui. c'est les 300 000. Par rapport au début du projet, au stade où tu en es, ça paraît un montant qui est disproportionné. Je pense qu'il y a un décalage complet entre le montant demandé et la réalité du besoin. D'accord. Et moi, en fait, c'est la seule raison pour laquelle je n'irai pas. Mais encore, vraiment, c'était un moment super, merci. Eh bien, merci à vous en tout cas. Merci. Malheureusement, c'est exactement ce qui va pêcher parce que ce que tu sais pas et que maintenant je sais que je peux rajouter sur la table, c'est qu'effectivement, il a fait 128 000 euros l'année qu'il met en avant pendant l'émission. Mais entre-temps, il a eu le bilan de l'année suivante où là, il a fait 95 000 euros. Il a eu une baisse d'activité. Alors, il a fait des investissements, mais bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de son chiffre d'affaires. Et quand il dit qu'il vise le million d'euros, je le lui souhaite, mais ça me paraît compliqué. Alors après, ça dépend toujours de comment tu te développes à l'international, etc. Il peut y arriver. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne peut pas y arriver. Au contraire, tant mieux s'il y arrive et je lui souhaite. Mais je rejoins Jean-Pierre. Quand tu annonces des valos aussi importantes, va falloir derrière que ta boîte, elle assure au moins un gros chiffre d'affaires. Il aurait fait 500 ou 800 000 euros, ça n'aurait pas été pareil. Tu te dis, bon, il peut y arriver. Mais là, 128 qu'il a fait qu'une fois, la fois d'après il fait 95, aller à 1 million, ça paraît fort de Roquefort. Même avec 300 000 euros dans les mains, ça paraît chaud. Et je te le dis tout le temps, et je te le répète encore, ta valo, c'est hyper important. Il vaut mieux avoir moins d'argent et des personnes comme ça qui t'accompagnent, qui peuvent t'amener au sommet, qu'avoir le maximum de pognon possible, mais ne jamais les encaisser. Il y a combien de personnes qui pour leur maison demandent des montants stratosphériques, mais qui n'ont jamais le virement? Tant que tu n'es pas payé, l'argent, tu ne l'as pas. Et là, je suis désolé de te le dire, mais l'argent, il ne l'a pas. Bravo pour l'énergie que tu as déployée. Au début, c'est vrai, quand tu vois le produit, tu dis bon, c'est un peu chelou, est-ce que vraiment ça peut fonctionner? Bien sûr. Mais en fait, c'est le type de produit qui répond à un besoin précis Exactement. et qui te permet d'avoir des marges exceptionnelles parce que les Exactement. gens sont prêts à payer pour ce service. Donc, tu as trouvé une niche qui peut vraiment bien fonctionner. Je suis d'accord avec Jean-Pierre, les 300 000, c'était une erreur de stratégie si tu voulais vraiment lever. Ouais. 300 000 euros, c'est un montant que tu demandes quand c'est des boîtes très technologiques, qu'il y a vraiment des sujets de développement. Bien sûr. Là, en fait, tu as ton produit, il est prêt.
Donc je pense que c'est un business que tu dois faire seul et où tu vas chercher des dividendes. Parce que vraiment, une fois que tu as réussi à avoir assez d'argent pour te lancer, tu vas être très content que chaque année ça rentre, Bien sûr. sans avoir de compte à rendre à un investisseur. Donc je suis persuadé que dans quelques années, tu nous diras que tu es blindé et je serai ravi pour toi. Mais pour ces raisons, je vais passer. D'accord. Merci Anthony. T'investiras dans nos boîtes? Ben oui, je serai peut-être à votre place. Ben oui. Alors c'est pas une blague hein, ce qu'il est en train de faire. Il faut que tu saches qu'aux États-Unis c'est arrivé. Il y a un investisseur comme ça qui s'est pointé avec une boîte de caméras de surveillance pour maison. Enfin j'ai plus un truc sur Shark Tank qui est la version américaine de cette émission. Et le gars quelques années après il s'est retrouvé à devenir investisseur parce qu'il a fait fortune et donc tout le monde l'a refusé. Son produit a explosé. Et donc il ne faut pas négliger les produits comme ça avec des marges. Mais il s'est planté en fait sur la valo au départ de sa boîte. Et ça m'amène sur un sujet, mais que tu as forcément entendu au fur et à mesure que tu écoutes mes émissions, qui est que il y a comme ça dans un pitch, même quand tu vas voir ta banque pour lui vendre ton immeuble, il y a des fois une énorme erreur qui se glisse quelque part dans le projet et il faut vraiment que tu l'identifies. Et si tu l'identifies, que tu arrives à l'identifier dans ton process, que tu n'as que des refus et que tu arrives à l'identifier, moi je t'invite vraiment à... Comment je vais dire ça ? Je t'invite vraiment à tout simplement reconsidérer la position et même à dire carrément à ton interlocuteur que tu ne sais pas sur ce point-là. Moi là, j'ai un dossier en cours d'acquisition. Juste, je te donne l'astuce pour que tu vois. J'ai un problème technique pour les devis. Tu sais, quand tu achètes des biens à rénover, il y a des devis à fournir. Et là, par rapport à la situation, je ne peux pas les fournir. Et j'ai dit la vérité à la banque. J'ai dit, écoutez, je peux vous donner les devis, mais bon, ça va être des devis franchement qui ne seront pas professionnels parce qu'on ne peut pas accéder aux biens en l'état. Et du coup, plutôt que de vous mentir, je préfère vous dire, voilà le montant dont j'ai besoin. Je vais faire de toute façon les travaux. Voilà, faites-moi confiance. Oui, c'est abusé parce qu'il n'y a rien qui étaye mes propos. Mais quand tu vois le montant que je demande par rapport à la surface, tu vois bien que je demande beaucoup plus que ce qui est nécessaire. Et de toute façon, tu vois bien que le projet est tellement rentable qu'il peut absorber un tel montant. Et du coup, la finalité, c'est que je pense que la banque, comme moi et comme tout le monde, plutôt que, comme je lui ai dit, faire des devis de convenance, il est préférable d'attendre que la situation s'améliore et que l'on puisse accéder aux biens et que l'on puisse faire de vrais devis pour que, à l'arrivée, tout le monde soit content, le banquier comme moi, d'avoir fait une réno propre, mais qui soit cohérente par rapport au dossier que j'aurais monté. Voilà. Ce que j'essaye de dire encore une fois, c'est que des fois, ça ne sert à rien d'arriver et de vouloir absolument poser une valo. Il aurait pu arriver et dire, écoutez, voilà, j'ai pas de valo. Je n'ai jamais vu un seul qui l'a fait. Moi, j'aurais pas de problème à le faire. Je n'ai pas de valo. Faisons les enchères. Ça aurait été pas mal de faire ça. À la limite, il aurait eu un prix en tête. Peut-être qu'ils n'auraient jamais donné le montant qu'il voulait, mais il aurait vu qu'il était tellement loin. À ce moment-là, c'est lui qui aurait dit non. Et ou même, peut-être qu'il y avait un investisseur qui voulait. Et si le montant n'était pas suffisant, les deux auraient fait un effort et ils auraient pu s'entendre. Là, en te plantant comme ça, tu te fermes complètement la porte à la fois à la discussion, à la fois à l'opportunité de faire quelque chose. Et la vie, c'est qu'une question d'opportunité. Donc, crée des opportunités en parlant avec des gens, en ne prenant pas toujours des positions arrêtées, en essayant justement de renverser les situations et en créant, en allant discuter avec les gens, en créant l'opportunité. Tu peux la créer en fait. Là, il a tout réussi et en fait, il est en train de se viander que parce qu'il a donné un montant qui était en décorrélation totale avec la réalité dans laquelle il se trouve. Et moi, je ne veux pas que tu fasses ce genre d'erreurs, elles sont grossières. Il vaut mieux dire « je ne sais pas ». Il vaut mieux dire « toi, dis-moi quelque chose » plutôt que de faire ce qu'il a fait là. C'est très dommage parce que je pense qu'il mérite cet argent. Il a une boîte de fou, un potentiel de dingue et il est en train de passer à côté juste parce qu'il a voulu donner un prix trop élevé, un prix tellement élevé que plus personne ne veut parler. Sincèrement, tu as réussi ton pitch, tu as réussi ta démo, tu as réussi ton produit, tu as réussi tes marges Et tu as réussi ta marque. et tu as réussi ta marque. Donc j'ai tout réussi. Tu as tout réussi. Ouais, mais sincèrement. Là où tu t'es planté, c'est sur le montant que tu cherches. Bah oui. Quelle erreur stratégique, 300 000 euros. 300 000 euros, c'est vraiment une somme trop importante. Ça n'a pas trop de sens à ce stade sur ce type de produit et de projet. Pour autant, quel bon projet. Et c'est vraiment dommage que tu aies commis cette erreur. Tu serais arrivé, tu aurais demandé 50 ou 100 000. Tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé. Direct. Tu l'as trouvé tout de suite. Tous, en fait, à regret, et donc moi aussi, moi compris, on t'accompagne pas parce que tu as demandé trop d'argent
et que donc ça fonctionne pas. D'accord. Et c'est vraiment dommage parce que je suis persuadé que ça va marcher. Et donc à la fin, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que tu vas réussir et c'est ça qui compte. Eh ben, merci. Donc, Merci. bravo à toi. Vraiment. Eh ben, En tout cas, merci, messieurs, en tout cas. Merci pour ce pitch. Ouais, et on a passé un très bon moment. Eh ben, merci. Salut. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vais finir en ajoutant quelque chose qui est hyper important. Il a échoué, effectivement. Donc bon, moi je viens de dire la même chose, on a tous la même analyse. Mais il y a un élément qui joue contre lui, c'est sa marge aussi. Il faut que tu comprennes qu'en fait, avec le niveau de marge qu'il a, c'est pas normal en fait qu'il puisse pas autofinancer son processus. Il y a un problème aussi dans l'énoncé. Il y a souvent la marge, c'est un souci dans les boîtes. Là, il y a une marge de dingue. Et le mec, il n'a pas réussi à faire son marketing ou à acheter ses machines. Voilà, alors après, ils viennent créer, c'est récent. La boîte, elle a 3 ans. Une boîte, il lui faut au moins 5 ans pour commencer à se construire. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas la mesure de cette information. 5 ans, c'est long. Et je te redis ce que je te répète tout le temps, il vaut mieux que tu aies des revenus à côté si tu veux vraiment donner l'opportunité à ta boîte de passer un cap. C'est-à-dire que pendant les premières années, il faut tout réinvestir. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Et c'est normal, je blâme personne. Tu as besoin de prendre l'argent et tu peux pas. Voilà. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu as des marges comme ça, l'argent, tu l'as. Donc il aurait dû demander moins, savoir mieux qui il voulait comme associé. Ça aurait beaucoup mieux fonctionné. Comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu ne sais pas, dis-le. Dis-le, je n'ai pas su. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas su valoriser ma boîte, aidez-moi, valorisez-la. Et là, tu vois, pareil, il n'a pas réagi. Pourquoi après le premier, il n'a pas dit, bon, écoutez, c'est bon, je vois que ça vous pose un problème, je baisse. Ça, c'est pareil aussi, c'est une erreur que je vois très souvent. Tu peux changer en cours. Oui, tu perds peut-être un petit peu la face. Oui, ça ne va pas donner la meilleure image de toi-même. Mais c'est pas grave, on s'en fout en fait. Tu es là pour quoi au final? Tu es là pour lever. La finalité, c'est ça qui compte. Alors, ce n'est pas la fin justifie les moyens. C'est jusqu'où tu es prêt à aller pour obtenir ce dont tu as besoin pour que le projet se réalise. C'est ça que tu dois avoir en tête et c'est ça, être entrepreneur. Il est vraiment bien. Il est super. Ouais, il est super. Super. Peut-être qu'effectivement, il lui faudra 300 000 € au cours de son développement. Tu levais 100 avec un business angel et tu payais ta machine dans 2 ans. Mais bon, je me fais pas de soucis pour lui. Il va en vendre beaucoup. 300 000 €, ils ont trouvé ça un peu trop élevé. Du coup, ils n'ont pas pu me suivre. Mais c'est pas grave, ils m'ont dit que du positif. Donc, je peux que repartir heureux. Voilà, je repars dans un état d'esprit toujours de gagnant. Et je suis sûr que par la suite, tout va bien se passer pour moi. Bon, c'est bien, ça n'a pas entamé son moral d'acier. Ce qui compte, c'est qu'il continue à faire ce qu'il fait. Et ce qui compte aussi, c'est qu'il comprenne qu'avec les marges qu'il a, il peut aller chercher plus de rentabilité, plus de réinvestissement et qu'il n'a pas besoin, comme l'a dit Marc rapidement, je ne sais pas si tu l'as entendu, il a dit qu'il a largement de quoi doubler ou tripler son chiffre d'affaires avant d'aller chercher ces 300 000 €. Il a un peu brûlé les étapes en rapport à là où il se situe et là où est réellement son besoin au moment où il a pitché sa société. Voilà, essaye de ne pas faire ce genre d'erreur, même si quand on est dedans, c'est plus compliqué que quand on est extérieur comme là, moi je le suis. La position est aussi plus simple. Quand tu es investisseur, c'est plus confortable que quand tu es entrepreneur. Investir dans des boîtes, ça reste quand même un métier. Là, franchement, c'est le genre de boîte, c'est exceptionnel. Ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que si autour de toi, tu as un mec qui marge à x5, x6, x7, x10, tu peux y aller les yeux fermés. Après, faut-il encore que, comme tu l'as bien compris, tu es en face de toi le bon entrepreneur, dans le bon secteur, avec la bonne vision. Parce que je le répète, mais je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il a aussi une vision un petit peu erronée. Il faut arrêter avec les commerciaux. Aujourd'hui, avec le web, tu n'as plus besoin de commerciaux. Le commercial, il est déjà là, c'est le téléphone. Tu n'as qu'à faire en sorte que ton produit soit dans le téléphone de tes prospects. Si tu es dans le téléphone de tes prospects, tu as gagné. Donc en réalité, c'est des pubs ciblées avec Facebook, avec YouTube, avec TikTok. Je veux dire, il ne manque pas aujourd'hui de possibilités de se développer indépendamment de commerciaux, sans dire qu'il n'ait pas besoin de commerciaux. Ce n'est pas ce que je veux dire, il en faudra toujours. Mais je ne crois pas qu'au stade où il est de sa société, c'est sa priorité. Mais même toi, si tu m'écoutes, essaye de prioriser tes besoins. Et tes besoins, quand tu commences une entreprise, c'est de minimiser les coûts, d'optimiser tes marges et d'aller chercher les clients les plus simples à conquérir. Tu les conquiers, tu les acquiers, tu les fidélises, tu crées une armée de clients fidèles autour de toi et ces clients-là seront toujours tes meilleurs commerciaux. Et c'est comme ça qu'on développe une boîte. C'est aussi simple que ça. Après, c'est pas parce que c'est simple de le dire que c'est simple de le faire. Mais ça, je crois que tu le sais déjà.
Like, partage cette émission. Si tu en as envie, va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet livres. Il y a mes livres, formations, mes formations. Dans l'onglet je m'en mêle les pinceaux. Dans l'onglet coaching, il y a mes coachings. Et puis sinon, on se retrouve dans tous les contenus que je produis. Je ne suis pas inquiet. Si tu cherches, tu vas trouver. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut.